Et nous recevons ce matin Éric Parada. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la photographie à l'AFP, l'agence France Presse qui dévoile son livre Focus, le regard des photographes de l'AFP. Un retour en images sur l'année 2022. Nous pouvons y découvrir près de 300 photos. À côté de chaque photo, il y a un petit texte. Alors, ce livre débute par la guerre en Ukraine, Ukraine année zéro. Ça a été une évidence pour vous de commencer ce livre par cette actualité ou vous êtes quand même posé des questions? On se pose toujours des questions, les débats sont ouverts. Qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus frappant dans l'année écoulée? Qu'est-ce qui s'est passé de plus marquant? Est-ce que c'est les problèmes climatiques ou est-ce que c'est la guerre en Ukraine? Les deux sujets, alors l'ordre chronologique, l'ordre d'importance, on peut toujours en débattre. C'est vrai que l'Ukraine a quand même eu une influence sur notre quotidien, comme le changement climatique. Et là encore. Et là aussi, mais c'était un peu une évidence par la dureté des images, la violence, le fait que le retour d'une guerre de cette ampleur en Europe, des décennies, ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre d'image quand même. Pourquoi vous avez choisi cette photo? On voit des artilleurs ukrainiens avec un canon César de fabrication française. Voilà, on voit ici cette première photo sur laquelle on tombe quand on ouvre ce livre. Alors, parce que c'est une image de guerre. C'est le standard de l'image de guerre. C'est des images qu'on ne pensait plus voir effectivement en Europe. Le photographe Harris Messinis qui a fait cette image était sur le front, en tout cas ce qu'on présupposait être le front. Donc c'est vraiment tout au début. Hein. C'est les premiers jours, hein, c'est les premiers jours du conflit. Et Harris qui était là-bas, un peu prépositionné parce qu'on savait que les tensions montaient quasiment à la frontière de la Biélorussie. Voilà, c'est une des premières images qui ont beaucoup été publiées. Dans ce livre, il y a des images qui ont fait le tour du monde, hein, aussi bien dans les journaux, sur les sites web que sur les réseaux sociaux. D'autres images qui montrent le quotidien. Il n'y a pas que des images de guerre, il n'y a pas que des images de catastrophes climatiques. Il y a aussi des images de sport très, très fortes. Il y a aussi, on va y revenir, oui. Ouais, plein d'images. Enfin voilà, c'est le panel annuel de l'actualité vu par les photographes de l'agence. Justement, juste après cette photo-là qu'on voit ici, on est tout de suite plongé dans l'horreur de la guerre. Il y a la souffrance des civils, la mort des militaires. Comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne photo, justement, celle qui va raconter une histoire? Alors, j'aimerais bien savoir. Je pense que tous les gens qui font ce métier depuis longtemps, moi ça fait des décennies, aimeraient avoir une recette pour savoir quelle image va marquer le public. Vous avez peut-être un pressentiment, quelque chose quand vous cliquez sur votre appareil photo. De cette femme blessée dans le premier jour, le 24 février. Elle parle d'elle-même, cette photo. Voilà, elle a fait le tour du monde. Alors évidemment, c'est la force, la puissance visuelle d'une image, l'émotion, le contexte et l'intérêt que peut susciter une histoire. Parce qu'il peut y avoir des images très fortes, très intéressantes visuellement, enfin intéressantes, très émotionnellement chargées, qui viennent d'histoires malheureusement qui intéressent peu les gens ou qui sont oubliées. Il y a des conflits oubliés partout autour du monde, il y a des catastrophes oubliées. Là, l'Ukraine, ce jour-là, le 24 février, cette image-là, c'est un peu une évidence pour les journalistes qui ont l'expérience qu'elle va être très utilisée, très montrée. Je crois que ce jour-là, c'est la première victime blessée, en tout cas qu'on peut identifier un peu partout dans les médias, puisque cette image a été prise dans la matinée du 24 février. Donc dès les premiers bombardements. Ouais. Il y a notamment cette photo qu'on découvre également dans le livre, mais qui a fait le tour du monde. C'est cette photo de cette rue à Boutcha. Ouais. L'AFP, c'est le premier média qui a pu entrer dans Boutcha, dans la rue de la mort. Comment font les photographes pour réussir justement à travailler dans ces moments-là? Alors là, il s'agit d'une image de Ronaldo Schemitt. Pour la petite histoire, la catastrophe de Boutcha, elle a été découverte sur 2 jours. Oui. C'était un samedi, dimanche. On savait que les Russes venaient de quitter en gros, c'est la grande banlieue de Kiev, Boutcha. Maintenant, les gens connaissent l'histoire. Ronaldo Schemitt, qui travaille avec ses collègues qui font des images de télé, un rédacteur de l'AFP, Danny Kemp, et un chauffeur et un fixeur. Comme tous les journalistes étrangers qui travaillent dans des zones difficiles, on recrute des jeunes journalistes locaux ou des gens qui connaissent, qui parlent la langue, qui ont des contacts sur place. Voilà, ce matin-là, ils avançaient et en discutant à différents checkpoints, ils apprennent
qu'il s'est passé des choses, qu'il y a des corps qui ont été découverts dans une rue un peu plus loin. Et ils font partie des premiers journalistes à arriver dans la rue Jablonska, la rue des Pommiers. Alors c'est un peu dramatique. Et ils font ces premières images-là. À ce moment-là, au moment où ils font ces images, ils savent qu'il y a quelque chose d'atroce qui s'y est passé, mais ils n'ont pas encore compris l'ampleur des choses. Derrière, dans l'après-midi, le président Zelensky va venir, va faire sa première conférence de presse. Le lendemain, il y aura toute la presse internationale à qui on va montrer les lieux plus ou moins conservés dans l'État par les Ukrainiens pour montrer l'horreur et les atrocités commises par les soldats russes dans cette banlieue de Kiev. Et ça va devenir une des premières très grosses histoires de la guerre. Ouais. Pour finir sur ce chapitre ukrainien, il y a quand même cette note d'espoir sur laquelle vous finissez, parce qu'on voit ces couples qui se sont rencontrés, qui se marient. C'est important aussi de dire que la vie continue malgré tout. Comme sur dans tous les lieux de conflit, dans tous les lieux de tension extrême, la vie continue, les gens continuent à s'aimer, les gens continuent à avoir des joies, des malheurs évidemment, mais des petites joies, le quotidien. Il y a des enfants qui vont à l'école, qui jouent encore dans la rue, il y a des jeunes couples qui se marient, il y a des naissances, il y a... voilà. C'est important de le montrer, c'est important pour les photographes aussi d'avoir la possibilité de montrer ces images-là et pas juste la terreur, l'atrocité. C'est fondamental, de montrer la vie. Le chapitre qui suit, ça concerne la planète, une catastrophe au présent, c'est ce que vous écrivez dans le titre. C'est bien là, finalement, la triste réalité, parce que finalement, ça montre qu'on n'a plus le temps, qu'il faut agir maintenant. On le voit sur les photos au Kenya, dans la Corne de l'Afrique, la famine qui s'installe partout. Ça aussi, c'est important de le montrer et de montrer aux gens à travers toutes ces photos. Et bien que il y a le conflit en Ukraine, mais il y a plein d'autres choses qui se passent et plein d'autres choses très, très, très compliquées, notamment cette famine qui ravage vraiment la Corne de l'Afrique. On voit l'accélération des phénomènes climatiques et la dramatisation, c'est de plus en plus extrême. La famine dans la Corne de l'Afrique, elle est immense. On se souvient de celle des années 90, pour ceux qui ont mon âge en tout cas. Là aujourd'hui, on a des situations en Somalie, en Éthiopie, à la frontière au Sud-Soudan, toute cette zone désertique. Aujourd'hui, on est dans des situations absolument catastrophiques, similaires à l'époque. Et effectivement, il faut le montrer, continuer à le montrer, même s'il y a la guerre en Ukraine qui concentre beaucoup de l'intérêt de l'opinion mondiale. Il faut montrer ça, il faut montrer... aussi que ces phénomènes climatiques deviennent de plus en plus quotidiens en France. Les images avec les incendies. Avec l'image de cet incendie à Belin-Bélier ou l'incendie de Landiras qu'on a eu en Gironde cet été. C'est des images qu'on avait l'impression de voir dans le nord de la Californie, qu'on voyait en Australie, dans des zones éloignées. Aujourd'hui, à voir ça, il y a eu des incendies en Bretagne. Ce genre d'image de mur de flammes avec un petit pompier complètement esselé, qui n'y peut rien, en Gironde, en France, en plein été, c'est un peu nouveau et c'est assez impressionnant. Et c'est Thibaut Moritz qui a fait cette photo qui est très très forte. Ouais. Il y a quand même aussi ce chapitre, alors on va dire un mot vite fait d'abord, sur l'Afghanistan quand même, parce que l'Afghanistan, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que les talibans sont arrivés au pouvoir. On voit... On le sait, il y a eu plusieurs reportages là-dessus, ces filles à marier et puis ces petites filles qui sont mariées puisque les parents se retrouvent sans argent et ils vendent malheureusement leurs petites filles, disent qu'ils n'ont pas le choix. Et puis on voit aussi ces gens qui vendent leurs reins. Il y a ce village du Rhin. Les photos sont quand même impressionnantes quand on voit tous ces hommes là qui montrent leurs cicatrices. Alors c'est très dur. L'arrivée des talibans au pouvoir s'est accompagnée d'une immense crise économique en Afghanistan qui était sous perfusion de l'aide internationale de millions de dollars américains. Tout ça s'est arrêté et ça a évidemment créé des situations catastrophiques du point de vue social. Les gens cherchent par tous les moyens à survivre. Vendre son rein, vendre sa petite fille. On voyait l'image de cette petite fille qui a, je crois, 5 ans et demi ou 6 ans, qui ne sait pas au moment où elle est photographiée par Roshan Assimi, qui est un de nos photographes qui est resté en Afghanistan après l'arrivée des talibans. Voilà, c'est une image douce, la lumière est belle, la petite fille a presque un sourire. Mais cette image, elle est dans l'innocence. C'est l'innocence en fait de la jeunesse de cette petite fille. Mais cette image reste d'une puissance et voilà, c'est le drame de l'Afghanistan qui en a vécu beaucoup.
Un dernier mot sur les sports, les tourments du monde. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre? Sachant que quand on découvre toutes ces photos sportives, il y a à la fois, on voit l'effort, la difficulté d'être un sportif, la joie aussi, cette photo incroyable de cette nageuse secourue par son entraîneuse qu'on voit juste ici. C'est voilà, c'est la beauté, en même temps la difficulté que rencontre le sport aussi à travers le monde. C'est ce qu'on cherche quand on est photographe dans les événements sportifs, qui sont quand même des événements très, très organisés d'un point de vue visuel. On a des positions bien définies, on connaît à peu près le scénario, le timing, l'endroit, le lieu. Ce qu'on cherche, c'est l'instant qui va faire la différence. C'est ce petit accident joyeux ou malheureux qui va créer l'émotion de chacun des spectateurs. Et il faut être là pour le montrer. Alors là, ouais, c'est les joueuses anglaises. C'est Chloé Kelly, une des joueuses anglaises qui marque le but de la victoire en l'Euro féminin. L'Euro féminin, c'était un des grands événements sportifs qui a, malgré tout, et puis que les médias suivent de plus en plus. Explosé médiatiquement pour le foot féminin cette année. Et c'était une grande image. La joie de Chloé Kelly et de ses partenaires est assez communicative. On voyait aussi effectivement le sauvetage de la nageuse synchronisée, américaine, par sa coach espagnole qu'on a appelée Superwoman. Cette photo a fait alors évidemment le tour du monde. Tout le monde l'a vu, les réseaux sociaux l'ont partagé des millions de fois. C'est une histoire qui finit bien et ça fait du bien. C'est une histoire qui finit bien, ouais. Elle est réanimée à la sortie. Pour la petite histoire, je crois que la coach qui va au sauvetage de sa nageuse est déjà médaillée olympique 3 fois. Enfin, c'est une hyper championne qui était bien plus rapide que les sauveteurs, puisqu'il y a des sauveteurs normalement dans ces cas-là. Et qui n'ont pas réagi qui n'ont pas réagi assez vite, pour elle en tout cas. Et heureusement qu'elle a plongé et été chercher sa nageuse. Ouais. Merci beaucoup Éric Barada pour d'être venu sur ce plateau. Je rappelle... Juste dites-moi, 10 secondes très pour vous dire qu'en bas de chaque photo, il y a un petit QR code qui explique tout, parce qu'au-delà d'un catalogue, il y a un petit texte en effet, mais des ça histoires suffit très pas complexes toujours. Derrière ces images. Avec ce petit QR code, vous saurez tout. Je vous montre en effet, vous pouvez voir le petit QR code là, qui apparaît juste ici. Ça vous permet en effet d'en savoir encore plus. Voilà, il est juste là. Merci aux réalisateurs, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci mille fois d'être pour tout. Et puis on vous conseille, et je conseille vraiment de regarder ce livre et de découvrir toutes ces photos